Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux à suivre votre magazine préféré, Question d'actualité. L'actualité en République démocratique du Congo et dans le monde, c'est vraiment l'essor du numérique, l'impact du numérique en République démocratique du Congo. C'est le thème que nous allons développer avec notre invité sur ce plateau, Maître Mbaouneo Nkieri Albert. Il est expert en communication et télécom et en même temps avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Maître Albert, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, Oscar. Aujourd'hui, le numérique prend les pas dans tous les domaines de la vie. Est-ce qu'on peut s'en passer du numérique en RDC? Non, on ne peut pas s'en passer, mais je voulais d'abord préciser, je suis expert en télécommunication et numérique, avocat spécialisé sur les questions. Oui, voilà, merci pour répondre à la question. On ne peut pas se passer aujourd'hui du numérique. Et la preuve, c'est que la RDC a dit finalement trouver un encadrement juridique de la question. C'est comme ça que la RDC a édicté en 2023 le code du numérique. Le code du numérique a été promulgué au mois de mars 2023 par le président de la République. Ça encadre justement tout cela qui manipule WhatsApp, Facebook, d'autres réseaux sociaux en RDC. Bon, le numérique, c'est toute une forêt. Donc une activité aujourd'hui de la vie nationale échappe au numérique. Donc ces codes a l'avantage d'avoir réglé beaucoup de questions que les gens se posaient avant qu'il y ait cet encadrement juridique. On s'est compris naturellement toutes les activités numériques sur les réseaux sociaux, la protection de données, etc., etc. Donc aucune question n'a échappé, mais on verra dans la pratique comment les choses vont se passer. On verra dans la pratique comment cela va se passer. Je sais qu'à l'époque, il y avait un vide juridique par rapport à tout cela qui manipule, par exemple, WhatsApp. Je voudrais qu'on parte des exemples concrets, n'est-ce pas? Vous êtes dans une plateforme ou un groupe WhatsApp. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se racontent dans les réseaux sociaux. Il y a des fake news, des fausses nouvelles, parfois relayées inconsciemment et qui causent préjudice à certaines personnes, par exemple. Je voudrais qu'on parte sur le plan du droit. Vous êtes dans un groupe WhatsApp, vous relayez un message, une fake news, une fausse information. Et s'il faut sanctionner, qui doit-on sanctionner? Parce que vous ne faites qu'un simple relais. Bon, le réseau social, c'est le mot en dit tout. Un réseau social, c'est pour la vivabilité de la société. Et les réseaux sociaux, chacun utilitaire a un compte social. Ça peut être Facebook, WhatsApp, Instagram, etc., etc. Et la question est aussi encadrée dans l'ensemble. On est utilisateur, mais il ne faut pas oublier qu'on a la liberté d'expression, on a la liberté d'association. Parce que dans un forum WhatsApp, c'est en fait une liberté d'association qui est prévue par la Constitution. Donc la Constitution s'invite également sur la question numérique. Alors, mais quand vous êtes dans un réseau fermé, vous êtes dans un réseau fermé, en droit pénal de l'Internet, il est difficile de concevoir une infraction, ce qu'on appelle la communauté d'intérêt. Qu'est-ce que vous appelez réseau fermé? Le réseau fermé, c'est un espace privé. Oui. Vous avez des personnes, des utilisateurs, qui se regroupent autour d'un forum parce qu'ils ont des intérêts communs, notamment le fait que vous êtes des anciens de la RTNC, par exemple. Mais quand et vous créez votre groupe en tant qu'ancien de la RTNC? Tout ce qui est fait là-bas, c'est un espace privé. Parce que généralement, en termes d'infraction, on parle de la diffamation. En droit pénal de l'Internet, et la diffamation a un concept important qui est impréalable, c'est l'espace public. Mais quand vous êtes dans un espace privé, il est difficilement acceptable l'acception d'une diffamation. Mais si vous êtes dans un espace qui n'est pas privé, qu'on peut considérer comme public, là, en ces moments-là, on peut remodeler et modeler les réflexions sur le champ pénal de la compose. Mais il faut savoir que quand on relaie une information, pas dans un espace privé, et le code pénal prévoit également la possibilité d'être poursuivi, même si vous n'êtes pas l'auteur de ce texte-là. Donc il faut faire attention, ne pas relayer n'importe quel message. Si on rencontre un message diffamatoire, il faut s'abstenir de le faire. Qu'est-ce que vous entendez par espace public? Bon, à la différence de l'espace privé. L'espace public, c'est qui n'est pas déterminé dans un regroupement d'intérêts particuliers. Un espace qui est ouvert à tout le monde. Ça veut dire que vous êtes sur Facebook, vous balancez une information? Oui, par exemple, vous n'êtes pas dans un espace privé à vous, mais vous êtes dans un espace où maintenant il y a tous les internautes sur le Facebook, différentes pages
des internautes ont accès à cette information. Et quand il faut sanctionner, oui, excusez-moi, allez-y. Oui, mais la sanction, maintenant, il y a des procédures comme toute procédure. Donc il faut que tu peux porter plainte. Et d'ailleurs, il y a des cas de jurisprudence que j'ai développés dans l'ouvrage. Il y a des dossiers de, je crois, le Roubaix, des dossiers Gécoco, etc. Les juges congolais ont déjà statué sur la question de Facebook pour considérer que dans ces cas-là, c'est un espace public. Par conséquent, il y a diffamation. Et donc, la procédure est classique, c'est-à-dire que le droit pénal, des procédures pénales s'impliquent également le droit numérique. Donc, il y a les investigations qu'on peut mener. Il faut une police particulière pour détecter effectivement les comptes de la personne, parce que quand on conclut un contrat social, on appelle ça contrat des résultats sociaux avec Facebook, il y a des traçabilités sur les données qu'on peut retracer pour dire que c'est les comptes appartiennent à telle personne. Oui, mais si vous pouvez rentrer vers Facebook, il y a un dispositif particulier pour déterminer, retracer pratiquement la personne. Ce qui n'est pas aussi évident, c'est pas facile, mais on peut toujours le faire. Dites-nous la vérité, est-ce que la RDC dispose de tous ces instruments pour arriver, par exemple, à retracer la source d'une fake news? Parce que la plupart du temps, au pays, ce sont des relayeurs. Ils ramassent ça quelque part dans un groupe WhatsApp, ils les balancent dans un autre groupe et parfois, ça crée ce que ça peut créer. Et généralement, dans les cas qu'on a connus sur le plan du traitement judiciaire, ce sont des personnes connues. Beaucoup n'ont pas contesté que les comptes leur appartiennent. Très souvent, c'est comme ça. Il est difficile, évidemment, tout ce qu'on peut dire peut être anonymisé, ou les gens qui utilisent le compte d'autres personnes. Ça peut être assez difficile à ce niveau-là. Mais je crois qu'il y a une police, même s'il n'est pas très équipée, au niveau de la police, il y a une branche qui s'occupe des questions du numérique et télécom, qui travaille tant bien que mal pour essayer d'activer cette question et de savoir comment on peut retracer, avoir dans les cas où quelqu'un, par exemple, il est anonyme, il a utilisé le compte de quelqu'un d'autre. Là, on peut aller là-bas ou retracer aussi au niveau de Facebook et voir éventuellement au niveau de l'ordinateur ou le téléphone. On a des numéros de téléphone, email, et pour l'ordinateur, il y a les IP. Donc on peut quand même retracer, ce qui n'est pas, c'est assez complexe, oui, mais généralement, ça pose pas trop de problèmes. C'est assez complexe, vous l'avez reconnu, mais d'habitude, c'est complexe lorsqu'on a des cas, par exemple, d'anonyme. Oui. Bon, oui, c'est la chaîne, d'accord, mais c'est pas une association de malfaiteurs. Ce n'est pas une association de malfaiteurs, ce sont des individus particuliers qui sont utilisateurs des réseaux sociaux, qui sont identifiés et qu'on peut facilement mettre dans le champ pénal. Voilà, on va en parler. Je sais que vous avez dit dans votre ouvrage que vous avez publié Télécom et numérique, régime juridique en droit congolais. Je pense qu'on va nous zoomer un peu ces livres que vous venez de publier et qui a été porté sur les fonds baptismaux dernièrement. Le 13 mai, au fleuve Congo Hôtel. Et nous avons vu même la directrice du cabinet adjoint du chef de l'État, qui l'a baptisé, Madame Nicole Toumba Boachan, qui l'a porté sur les fonds baptismaux devant un parterre d'invités. J'ai dans la foulée, celui qui a préfacé l'ouvrage, c'est le professeur Jean-Louis Sambo, qui est professeur ordinaire et doyen de la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Télécom et numérique, régime juridique en droit congolais. En 2 mots, comment vous résumez ce livre? Oui, au préalable, il faut que je précise que cet ouvrage fait suite à celui que j'ai écrit en 2012, intitulé Droit congolais des télécommunications. Et dans cet ouvrage-là, j'ai posé les bases sur le numérique. Il y a le chapitre 5, je crois, intitulé Des enjeux juridiques des nouvelles technologies de la communication et de l'information en RDC. J'ai posé les jalons en parlant du droit de la presse, commerce électronique, etc. En ces moments-là, il n'y avait ni les RGPD européens, ni les Cloud Act américains. Il n'y avait non plus l'ordonnance portant code du numérique en RDC de 2023. Donc déjà, il y a 12 ans, j'ai réfléchi sur la question, j'ai posé les jalons. Donc pour revenir à la question, les contenus de mon ouvrage comportent 2 grandes parties. Je parle des télécoms et du numérique. Il ne faut pas oublier que les télécoms numériques, c'est comme 2 activités serres. Et que vous logez dans la même enseigne. Oui, donc il y a l'analogique qui s'est convertie en chiffres. Donc vous avez la commutation en mode circuit, oui, et la commutation en mode paquet. Parce que l'Internet, en fait, c'est l'autoroute où l'information est désintégrée, qu'on a récupérée à la fin. Et donc, il y a aujourd'hui 2 textes en RDC, l'un qui traite des télécoms et l'autre du numérique. J'ai essayé d'examiner les chapitres 3 de la loi sur les télécoms 2020 et les chapitres 5, je ne sais si je ne m'abuse pas,
du code numérique, je parle des régimes juridiques. Ce sont des titres qu'on délivre à toute personne qui veut déployer des activités numériques et télécom. Autant qu'on voit les titres Là, numériques. ce sont les régimes. Voilà, ce sont les régimes. Et si moi je veux ouvrir par exemple une radio dans mon village à Moussumba ou une télévision, il y a des titres que je dois. Il y a la licence, quand on a la licence d'exploitation de la radio ou de télévision audiovisuelle. Ça, c'est un type de licence qu'on a créé dans le cadre du code de la loi sur les télécoms. Donc voilà pour répondre à la question. Donc dans cet ouvrage, il y a ces deux grandes parties, mais je ne pouvais pas rédiger l'ouvrage sans parler des questions pratiques sur le numérique, notamment l'intelligence artificielle, la cybercriminalité, la cybersécurité, la justice prédictive et la question de l'avocat augmenté. C'est en tout cas une mine d'or. Hein? Oui. C'est une sauce, comme vous l'avez dit vous-même l'autre fois, c'est une sauce pour tout le monde, n'est-ce pas? Une sauce, chacun peut s'y retrouver, les avocats, les juges, les magistrats, même les journalistes. Et les décideurs, parce que dans ce texte, dans cet ouvrage, j'ai proposé la réécriture de certaines dispositions, aussi bien du code numérique que de la loi sur les télécoms. Donc les décideurs peuvent accéder et lire l'ouvrage pour savoir comment rectifier certaines choses, réécrire certaines dispositions légales. Les juges qui vont accéder à cet ouvrage, ils vont voir les différentes décisions judiciaires rendues par le juge congolais en matière de cybercriminalité. J'ai posé également la question, la problématique de l'application de la justice prédictive, est-ce possible avec l'intelligence artificielle, et j'ai atterri par la réflexion sur l'avocat augmenté, l'avocat qui doit se connecter sur le numérique. Non, vous êtes trop savant. Je voudrais que les débats soient à la portée de tous, n'est-ce pas? Quand vous parlez de l'avocat augmenté, justice prédictive, ce sont des notions qui méritent d'être étayées. Je voudrais savoir la particularité de cette. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à parler de télécom à RDC, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à parler du numérique en République démocratique. Quelle est la particularité de ces nouveaux-nés dans les rayons des bibliothèques? Donc, la particularité d'abord, c'est les titres dont question. C'est à l'instant les titres miniers. Je n'ai pas encore vu un ouvrage, je parle essentiellement des titres qu'on octroie avec les droits et obligations et les contentieux qui naissent dans l'octroi des titres délivrés par l'État pour exercer l'activité des télécoms ou l'activité numérique. C'est déjà une première particularité. Deuxième particularité, c'est la question de la justice prédictive avec l'administration de la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, pour combattre des maux qui rongent la justice, est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle? C'est une question. Je crois qu'elle est nouvelle dans la littérature en matière numérique. Et vous avez abouti à quelle conclusion? Non, il y a des inconvénients et avantages, c'est difficile, on verra. Est-ce qu'on peut tenter? J'ai posé beaucoup de questions et j'ai lancé les débats pour voir la possibilité. Ailleurs, on utilise déjà la justice prédictive avec l'aide à la décision pour l'arbitrage. Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui ici pour savoir, écoutez, on utilise l'intelligence artificielle qui, en fait, l'intelligence artificielle, elle est produite par l'intelligence humaine. Ce sont des systèmes, en fait. D'ailleurs, la loi, la définition de l'Union européenne de juin 2024 parle des systèmes d'intelligence artificielle. Ce n'est pas l'intelligence comme telle. La définition date de juin, c'est la plus récente définition, la première fois. Et donc, on a encore du chemin à faire. Est-ce qu'on peut l'utiliser? D'ailleurs, dans les mondes occidentaux, il y a encore des balbutiements. L'intelligence artificielle a été encadrée parce qu'il y a eu certaines IA aux États-Unis qui ont posé des problèmes. L'IA qui a été tentée, c'est ce qu'on appelle l'IA Compass. Et cette IA avait des prédictions par rapport à la récidive des personnes en matière pénale. On s'est rendu compte que ces IA Compass, produits aux États-Unis, sous-estimaient les blancs et surestimaient les noirs. Donc on a compris que c'est une IA qui a beaucoup d'erreurs. D'où, quand on a pris les textes sur l'IA à l'Union européenne, on dit qu'il faut qu'il y ait moins d'erreurs, il faut qu'on certifie l'intelligence artificielle pour qu'elle soit mise en circulation, pour éviter les risques attentatoires aux droits et libertés fondamentaux. Aujourd'hui, dans la profession, nous qui sommes journalistes, de temps à autre, les confrères font recours à l'intelligence artificielle pour les rendus de certains reportages et c'est ce que ça donne aujourd'hui. Et comment encadrer ça? Moi, je crois que c'est l'encadrement juridique, aujourd'hui, les textes, comme je l'ai dit, la définition vient d'être rendue. Bon, il y a un grand débat sur l'intelligence artificielle, très grand débat sur le contenu. Est-ce que l'intelligence artificielle
qui en est l'auteur, c'est le droit de terre, est-ce qu'elle est autonome? Quand elle devient autonome, comment on fait? C'est comme un robot. Vous créez un robot, vous ne maîtrisez plus. Qui sera responsable s'il y a des dégâts? Et moi, personnellement, je pense qu'il faut utiliser pour le moment des moins en moins d'intelligence artificielle. Ça doit être utilisé comme un outil, mais non pour remplacer l'homme. Il faut d'abord concevoir personnellement, parce qu'il a été démontré que certaines IA peuvent vous dévier sur certaines choses, vous désorienter aussi. Il faut faire très attention. Votre nom c'est Albert Mbaouneo Ankieri. Si c'est à l'intelligence artificielle, vous verrez, on lit Ankieri. Oui, et d'ailleurs, sur le plan en droit comparé, il est obligé à la personne qui utilise l'IA de l'indiquer clairement. Et ça, c'est généré par l'IA. Là, au moins, vous pourriez être couvert. Mais si, par exemple, ce n'est pas généré par l'IA, on considère que vous avez commis une faute. Si jamais l'IA pose des problèmes. Votre livre Télécom et numérique, c'est pratiquement une mine d'or, pratiquement plus de 300 pages, 355 pages, 335 pages, pardon, c'est énorme. Vous abordez beaucoup de choses. Je voudrais qu'on s'attarde sur un concept que vous développez dans cet ouvrage, le concept des avocats augmentés. D'abord, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons un sérieux problème en termes de taux de pénétration à l'informatique. L'informatique, c'est un outil qui n'est pas à la portée d'abord de tout le monde, l'ordinateur. C'est très compliqué, c'est facile d'utiliser ou de mettre en pratique ces concepts dont vous parlez, d'avocats augmentés. D'emblée, il faut dire que le numérique, c'est un état d'esprit, c'est un nouvel état d'esprit. C'est une réforme, on appelle ça la réforme du logiciel. Quand je parle les termes imagés comme informaticien. Le numérique, c'est un nouveau monde de vie. Bon, souvent, quand il y a une question nouvelle qui arrive dans une société, l'homme, par définition, il est conservateur, il est réfractaire. Tu peux faire une enquête à Kinshasa, service public, service privé, combien ont accès à l'ordinateur? C'est tout un problème. Et donc, je considère que comme c'est un nouvel état d'esprit, il faut la sensibilisation et la vulgarisation. C'est la raison pour laquelle j'ai annexé à mon ouvrage de deux textes, de sorte que je participe également à la vulgarisation et à la sensibilisation de toute personne par rapport au numérique. Mais il faut une planification dans ce qu'on appelle la société augmentée. Excusez-moi les termes, je prends la société augmentée. Ça veut dire quoi? Il faut avocat augmenté, société augmentée, on dirait aussi journaliste augmenté. La différence, c'est que ce n'est pas la société diminuée. Ce n'est pas les journalistes diminués, mais l'augmente. Ça veut dire en plus de la formation reçue, il faut ajouter quelque chose. Augmenter par rapport au numérique, c'est-à-dire tu vas te connecter au numérique pour évoluer, sinon tu disparais. Mais je pense qu'il faut tout un écosystème. L'écosystème se déploie déjà au niveau des filières. L'État doit organiser des filières de programmes à intégrer à l'école primaire, à l'école secondaire. Initiation à l'informatique. Oui, non, des programmes. Okay. Que vous êtes à l'école primaire ou secondaire, chaque jour ou une fois par semaine, vous avez des cours d'informatique et des pratiques. Il faut des filières. Il faut des filières des ménages. Est-ce qu'on peut faire des enquêtes à Kinshasa pour savoir combien de ménages ont un ordinateur? Ou bien combien de femmes des ménages utilisent un ordinateur? Non, je ne parle même pas des femmes des ménages. Quand on dit ménage, ce n'est pas la femme, c'est les foyers. Combien d'ordinateurs on peut trouver dans les ménages? Si vous venez à la RTNC, quelle est la ratio entre les personnes qui sont ici et le nombre d'ordinateurs? Quelle est la ratio? Si vous êtes à 100. On en a quand même, hein? Il y en a quand même à la RTNC. Oui, mais je parle des ratios de l'accès. C'est-à-dire que chaque bureau, tous les bureaux, tout ça sont des questions. Évidemment, il faut un écosystème où il y a l'électricité, etc., etc. Il y a les filières au niveau des services publics, au niveau des entreprises privées. Ça nous permettrait d'avoir des indications pour mener une politique publique sur la question. C'est parmi les questions que vous posez dans votre ouvrage Télécom et numérique. Oui, il faut une planification, il faut s'approprier la question. Il faut que l'État se mette en ordre de bataille par rapport à la compétition internationale sur la question. Sinon, on disparaît. Donc c'est une question de vie ou de mort. Oui, existentielle même sur la question. Dans l'armée, dans le service, dans tout ça. Mais il faut créer des compétences, il faut former des compétences numériques pour qu'on arrive à effectivement être compétent. Sinon, vous venez avec des équipements qui viennent des États-Unis, il n'y a personne qui peut l'utiliser.
C'est possible, c'est ça le problème. Il faut des équipements commandés en Europe, aux États-Unis. Personne qui est très numérisé, et des gens difficiles à appliquer. Il nécessite d'avoir des bases, des compétences numériques. Les numériques, il faut commencer par l'ordinateur. Les téléphones à apporter, mais c'est plus l'ordinateur avec tout ce qu'il y a comme clavier, etc. Ça vous permet d'avoir des applications, etc. vous-même. Voilà. Vous parlez justement des filières. L'État doit organiser des filières. Et c'est comme ça qu'à ce niveau-là, j'ai dit bravo au président de la République parce que quand il décide sur la gratuité de l'enseignement, ça veut dire quoi? Il y a des jeunes qui n'ont pas eu accès à l'éducation, faute d'argent, mais ils ont des talents numériques. Ils peuvent développer des compétences numériques. Maintenant, grâce au président, il a accès à cette éducation. Donc voilà déjà une vision qui est placée par les présidents par rapport à la question. Il faut maintenant que les autres décideurs puissent prendre ça à bras les corps pour amplifier, avoir des politiques publiques appropriées pour que les choses aillent toujours de l'avant. C'est ce que j'ai aimé, vous l'avez dit tantôt, ce nouveau mode de vie rencontre une sorte de résistance, parce que tout changement connaît toujours des réfractaires. Bien sûr, parce que l'homme, par définition, il est conservateur. L'homme, quand il voit quelque chose qu'il ne comprend pas, il ne rentre pas dedans. D'abord, il fait de la résistance. Et généralement, vous savez que l'homme préfère se tromper en groupe que d'avoir raison seul. Là, il se console. Oui, oui. Moi, je n'ai pas échoué seul. Et donc, on est nombreux à avoir échoué. Donc, c'est un nouveau mode de vie. Il faut de la sensibilisation. Il faut de la vulgarisation, l'explication. Pour qu'on arrive à populariser la question, il faut que l'État s'implique, les privés, etc., de manière à ce qu'on soit dans la compétition mondiale sur cette question-là aussi. Dans votre ouvrage, vous abordez beaucoup de questions, notamment la question des données personnelles et des données publiques. Comment arriver à les encadrer aussi? Oui, c'est déjà encadré parce que d'abord la donnée personnelle, vous savez qu'à un fondement constitutionnel, c'est l'article 31 de la Constitution qui protège la vie privée. Et aujourd'hui, le numérique, c'est constitutionnalisé. Il y a la Constitution s'invite dans les débats aussi. Et il y a tout un dispositif qui est prévu par le Code numérique qu'on doit absolument mettre en place comme l'Agence pour la protection de données. C'est un outil important, je vous dis, pour encadrer la question de données. Aujourd'hui, nos données ne sont pas très maîtrisées. Je prends l'exemple du secteur bancaire. On a un taux de secteur bancaire très très faible, mais tout le monde s'est rié sur la transaction mobile. M-Pesa et consorts, mais nos données sont exposées. Qui les encadre? Dans tous les pays du monde, n'importe qui peut accéder à ces données personnelles. Mais on ne sait pas, mais on peut accéder. C'est plus les télécoms, les entreprises télécoms. Oui, mais, il faut une agence particulière prévue par les codes numériques, Agence pour la protection de données, qui doit absolument en toute urgence être mise en place. C'est une agence indépendante qui n'a rien à voir avec l'État, enfin, en termes d'indépendance, pour protéger les traitements des données. Parce que vous pouvez avoir une entreprise qui est basée à New York et tu peux te connecter à l'entreprise juste par un petit lien. Mais ils manipulent des données énormes, les Congolais. Comment on fait? Il n'y a pas une agence pour le moment, alors que c'est prévu par les codes numériques, pour protéger les données et voir comment on peut. Je prends un exemple, par exemple Facebook, n'est-ce pas, ou WhatsApp. Nos données sont traitées ou manipulées par ces navigateurs. Oui, vous savez que ça, il faut dire qu'en matière de données, les GAFAM sont les plus grands manipulateurs de données, les géants du numérique. Vous avez Google, Facebook, Amazon, Apple, qui sont des géants du net qui manipulent des données énormes, des millions de données. Mais la plupart du temps, quand vous voulez vous connecter, vous abonner par exemple à Google, il y a une politique de confidentialité qu'on vous met, qu'on vous présente. Parfois, on n'a pas le temps de lire parce que c'est très long et on est pressé. J'en ai parlé dans mon ouvrage, oui. Parce qu'en fait, c'est un contrat que vous créez, vous concluez avec Google. Quand vous créez un compte, tout ça, vous avez un contrat à caractère électronique avec. On prend vos données et dans ces contrats, il y a ces conditions-là qui sont en bas plutôt, qu'il faut lire, les conditions générales d'utilisation. On n'a pas le temps de lire parce que c'est 4 pages. On ne vous interdit pas de les lire. Oui, c'est 10 pages. Donc vous êtes pressé de naviguer et vous ne voyez pas ce qui est essentiel. Parce que vos données sont manipulées, sont vendues dans les dark web, etc. et sont utilisées. On ne se pose même pas la question, on ne paye rien comment. Mais parce qu'il y a une contrepartie des données qui sont utilisées et vendues. Aujourd'hui, en France et en Europe, il y a un grand débat par rapport aux GAFAM, parce qu'on s'est rendu compte que le droit de consommation
en droit de consommation, il faut qu'il y ait une contrepartie pour qu'il y ait les droits de consommation s'appliquent. Mais ils ont dit qu'il n'y a pas de contrepartie, on ne paye pas. Mais on a commencé à concevoir une autre façon de contrepartie, un contrat de consommation. On considère que même s'il n'y a pas contrepartie de rémunération, on peut considérer ça comme une consommation. Par conséquent, on devait payer. Et c'est comme ça qu'il y a un débat aujourd'hui sur le plan contractuel entre les GAFAM et l'Union européenne pour savoir si désormais, peut-être vous ne serez pas surpris dans quelques années, on pourra choisir quel type d'utilisateur. Si vous êtes d'accord pour que vos données soient exploitées par ces géants numériques, vous continuez. Si vous n'êtes pas d'accord, qu'on n'utilise pas, vous allez commencer à payer. Donc il y a un grand débat qui se dessine au niveau de l'Union européenne par rapport à ça. Et la RDC doit se mettre au pas, justement. Dans votre ouvrage, vous posez les jalons sur les conditions de collecte, de traitement des données publiques et même personnelles. Je ne sais pas s'il y a une législation, par exemple, pour le traitement des données publiques en RDC. Même s'il faut avoir accès à ces données. Oui, mais il faut savoir que les données publiques, données personnelles, c'est vrai, les différences sont dans les codes. Pour les données privées, il y a des conditions particulières. Pour les données publiques, les codes ne fixent pas des conditions particulières de traitement. Seulement, l'agence pour la protection des données doit s'occuper de tout ça. C'est comme ça que cette agence doit créer. Oui, parce qu'elle va s'occuper des données, veiller sur le traitement des données à caractère personnel et les données publiques. Donc il y a urgence à ce que cette agence soit effectivement créée. Urgence. Pour que cette agence, qu'on attend beaucoup parce que les données sont en train de circuler, on ne sait pas les contrôler, on ne sait pas vérifier les traitements de ces dossiers-là. Données-là, c'est vraiment important. Alors il y a un sérieux problème, comme l'agence n'existe pas. Il y a même une possibilité, on a proposé les guichets numériques. Guichets numériques, c'est-à-dire que vous avez l'intranet entre l'État, les services de l'État en intranet, et entre les services de l'État et les utilisateurs particuliers. Tout ça est prévu, il y a urgence que ça soit mis en application pour protéger les données, parce que vos données, on peut les utiliser. On les utilise comment? On vend ça aux agences de publicité, etc. et vous gagnez quoi? Mais si on veut protéger ça, il faut que les dispositifs soient rapidement mis en place. Il faut que les dispositifs soient rapidement mis en place. Alors, qu'est-ce qu'il faudra? L'initiative devra venir de qui? Des députés, d'un simple citoyen, d'un Congolais lambda, pour arriver à créer cette agence? Parce que moi, je pense que c'est très important. On ne sait pas, pour le moment, quelles sont les données qui sont sensibles, qu'on ne peut plus mettre sur la place publique, de celles qui ne sont pas sensibles. Les données médicales sont sensibles. Les données liées à l'orientation sexuelle sont sensibles. Les données religieuses sont sensibles. Les données médicales sont sensibles. Quand vous êtes par exemple à HJ, qui est un hôpital qui est très réputé sur le plan informatique, mais vos données sensibles sont traitées. Vos données, vos informations sur la maladie, etc., se trouvent là-bas. Qui les gère? Qui les contrôle? Il n'empêche pas qu'un jour cela puisse être balancé sur la place publique. Oui, mais si par exemple ces données-là sont vendues aux assureurs en disant que non, Oscar il ne peut pas y avoir une assurance. Parce qu'on a des informations médicales qui nous parviennent de manière frauduleuse en provenance des grands centres hospitaliers. Parce que l'assureur ne peut pas prendre quelqu'un qui est très malade. Bon, toi, tu as les secrets de ta santé et les secrets médicaux. Mais si c'est dans les plateformes numériques des grands hôpitaux, qui les contrôle, qui les protège, comment on traite? Nécessité pour la RDC d'avoir une agence. Oui, agence de protection de données, qui est en fait créée par les codes numériques. Il faut seulement prendre un texte pour l'organiser et poser les principes de fonctionnement. Maître Albert Mbaoulewa Kiri, vous êtes expert en numérique, n'est-ce pas? Moi, je voudrais savoir, parce que on a échangé avec vous tantôt avant cette émission, vous m'avez confié avoir lu in extenso la loi Mouyaya, n'est-ce pas, qui encadre... Pas une extenso en grande ligne, parce que... Oui, je sais, vous êtes très modeste, ça je sais. Vous avez parcouru la loi Mouyaya avec beaucoup d'innovations qui encadrent justement les journalistes, surtout ceux qui travaillent en ligne, n'est-ce pas, qui ont des médias en ligne. Et comment vous avez trouvé cette loi? Déjà, il faut savoir que en tant que chercheur, quand j'ai commencé à examiner les codes du numérique, j'ai trouvé l'article 4.3 qui exclut du champ d'application du code numérique le journalisme, la presse. J'ai commencé à fouiller, finalement, je me suis dit,
Et en fait, les textes du code numérique renvoient à la réglementation particulière. Je me suis dit, mais quoi, est-ce qu'il faut un texte? Finalement, je suis tombé sur la loi Mouyaya 2023, qui parle de manière expresse dans son intitulé la communication électronique aussi. Donc en réalité, c'est un texte particulier, parce qu'en droit, il y a ce qu'on appelle les principes de lex spécial. Devant un texte général et particulier, on n'applique les particuliers. Donc j'ai parcouru les textes, je crois qu'il est suffisamment intéressant sur les questions du journalisme dans la communication en ligne. En termes de sanctions, en termes de statut du journaliste, etc. C'est très intéressant. C'est vrai qu'on pourra peut-être aller en détail, parce que généralement les textes, il faut laisser un temps d'évaluation, et les numériques évoluent tellement vite que parfois les droits sont dépassés. C'est ça, il faut savoir. Aujourd'hui, c'est à peine qu'on a défini les systèmes d'intelligence artificielle. C'est en juin par l'Union européenne. Alors que l'intelligence artificielle a existé, et je vous ai donné l'exemple de l'intelligence artificielle qu'on appelait Compass aux États-Unis, qui a amené à ce que finalement, à cause des erreurs assez graves de cette intelligence artificielle, qu'on a dû prendre ce texte-là. Et donc, il faut évoluer. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que il faut être au pas. C'est un droit qui est nouveau, mais il faut voir comment avoir lieu. Parce que les RGPD européens pour la protection des données datent de 2018, 2016, et puis il a été appliqué en 2018. Il faut qu'on s'active sur ça. Je crois qu'il y a déjà une avancée par rapport à l'encadrement juridique. Il faut évaluer, savoir qu'est-ce qui va être appliqué, et là de l'avant. Donc de manière particulière, donc les journalistes sont régis par les textes 2023 sur la liberté de la presse. Donc on appelle la loi Mouyaya, oui, justement pour qui règle la question également du numérique, en fait les traitements d'informations numérisées. La communication, le traitement de l'information en ligne, tout ce qui est presse en ligne, etc. Alors parlons justement de la presse en ligne, des youtubeurs, parce que ce sont des éditeurs des contenus, n'est-ce pas? Cette loi fixe, disons, les limites. Maintenant, il y a des non-journalistes quand même qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont dans des groupes WhatsApp et qui publient parfois des contenus sans le respect des règles d'éthique et de déontologie. Comment arriver à les sanctionner? Est-ce que la loi En fait, quand j'ai lu quand même la loi Mouyaya, je l'ai trouvé assez très intéressant. Je crois qu'il a recouru à beaucoup d'experts. Parce que si je ne me trompe pas, ils ont un statut également des journalistes et sui generis, ces personnes-là. Parce qu'au finish, ils sont des éditeurs des contenus. En droit de l'Internet, il y a une différence entre un éditeur et un hébergeur. L'hébergeur, lui, c'est un réceptacle qui n'a pas de responsabilité. Il a peut-être ce qu'on appelle la responsabilité a posteriori. Ça veut dire quoi? Vous êtes hébergeur, je parle de YouTube, par exemple, qui est un hébergeur par définition, et il y a tout ce qui est logé là-bas et envoyé par Oscar. YouTube ne fait que diffuser. Il n'est pas responsable. Sauf si, par exemple, dans notre droit ici, il y a ce qu'on appelle la procédure judiciaire. Si on vous dit par le procureur, attention, il faut cesser avec ça. Si vous continuez à cesser, vous, YouTube, vous devenez responsable. Ce qu'on appelle la responsabilité a posteriori. L'éditeur, lui, il a la responsabilité a priori. Vous êtes Oscar, vous avez édité en ligne, vous éditez en ligne un contenu numérique dans votre journal, vous êtes a priori responsable. Donc, ce gars qui est youtubeur, s'il devient journaliste sui generis, il sera soumis à ce même texte-là. Parce que quand tu commets un préjudice, la victime est là qui va la payer. C'est lui qui a édité les contenus nocifs, ou un contenu qui cause préjudice sur le plan moral, de l'éthique, sur le plan de la personnalité de la personne, sur le plan de la probité, et vous serez soumis à ces textes-là aussi. Voilà, vous abordez beaucoup, nous sommes en train de vouloir chuter dans cette analyse. Télécom et numérique, régime juridique en droit congolais. Est-ce que tout l'arsenal juridique par rapport au télécom et au numérique est amplement suffisant pour répondre à toutes les questions qui se posent dans ce domaine? Ou bien il faut encore... Mais je vous ai dit que le télécom et le numérique, l'expansion est exponentielle. C'est très exponentiel. On a même du mal en tant que rédacteur des textes de savoir si cette activité également rentre dans les champs d'application. C'est comme ça que moi, par exemple, quand je conçois la rédaction des textes de télécom numérique, j'ai une conception assez large des concepts. Et tu vas te rendre compte que même si tu fais le droit comparé, il y a toujours une panoplie de définitions au préalable. Parce que le texte est dynamique, parce que les concepts peuvent changer. Quand on vous dit aujourd'hui hébergère, il peut avoir une autre forme demain. Et c'est les mêmes hébergères.
Donc, il est difficile à dire que non, tout a été accompli par rapport à l'ensemble des activités et la réglementation. C'est difficile de le dire. Mais du moins, par rapport à ce qu'on voit comme activité, la grande partie des questions posées par le numérique et télécom sont réglementées dans notre pays. Mais après, on verra l'application, après, il y aura des mesures d'application, après, on va évaluer à un moment donné pour savoir est-ce qu'on est en retard toujours, est-ce qu'on ne peut pas adapter, est-ce qu'on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. C'est comme ça qu'on va passer de 2002 à 2020. Voilà, maître Albert Mbaouné-Wankiri, je rappelle que vous avez travaillé dans les télécoms, on va peut-être de vous retrouver à nouveau au barreau de Kinshasa à Gombe. Est-ce que la RDC continue à capter cette manne aux côtés des mines, bien sûr, parce que les télécoms constituent une manne financière énorme pour le pays. Est-ce que la République continue ou arrive à capter cette manne ou les recettes que génèrent les télécoms? Je pense bien oui, parce qu'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, les télécoms viennent en deuxième position après les mines en termes de contribution au PIB. Je peux peut-être me tromper, les économistes peuvent me corriger, mais je pense. Et à ce niveau-là, je pense que l'État fait son boulot, mais à 100%, ce n'est pas évident. Parce que l'écosystème est tel qu'il y a des trous au niveau de l'administration, ça c'est sûr. C'est comme en matière fiscale. Est-ce qu'on peut dire que l'État capte tous les contribuables en matière fiscale? Je dirais non, pour plusieurs raisons. L'État est ce qu'il est. Et donc, vous avez travaillé dans les télécoms, il y a des appels inbox comme on dit. Bon, la question, je crois qu'elle a été réglée déjà en 2020. Avec ça, on a essayé de voir comment faire. Parce que nous-mêmes, on doit être, en tant qu'État, il faut également disposer de ce qu'il faut pour essayer d'être en mesure de le faire. Parce qu'aujourd'hui, en matière fiscale, pourquoi on n'arrive pas à capter tous les contribuables? Il y a des rapports qui ont démontré que non, à peine peut-être 30%, on capte à peine 30% des contribuables. Quelles en sont les causes? Il faut trouver des solutions pareilles pour les télécoms. Maître Albert, l'ouvrage est très intéressant. Vous faites des navettes souvent entre Kinshasa et Paris. J'ai parcouru les livres et vous poursuivez vos études à l'université de Rennes, Champagne-Ardenne en France, des études post-universitaires. Où trouver cet ouvrage? Parce qu'il est intéressant sur les télécoms, le numérique. Vous avez posé les jalons de fondements juridiques qui encadrent ce secteur. Oui, merci. Avant de terminer à répondre à la question, je pense qu'il faut qu'on prenne à bras le corps la question de numérique parce que aujourd'hui, vous savez, l'homme le plus riche au monde ne vend pas du cuir, il ne vend pas du coltan, mais il exploite seulement les gisements les plus importants que Dieu a mis à la disposition de l'homme. C'est quoi? C'est le cerveau. Le cerveau est intarissable, mais les mines vont disparaître. Celui qui a une tête qui tourne, qui résonne. Le cerveau, d'après certains spécialistes, on a utilisé que moins de, jusqu'à présent, l'homme n'a utilisé que moins de 10% de la capacité du cerveau. Donc il faut s'y impliquer la question numérique, parce que c'est les cerveaux, c'est les algorithmes. Par rapport à la question de la vente, j'ai fait partie du cabinet Mbaki. C'est là où on peut trouver le cabinet du bâtonnier Mbaki, du barreau de la Gombe. C'est là, c'est le point focal de la distribution de cet ouvrage. Et ceux qui veulent également me contacter directement, ils peuvent le faire, comme ça on pourra les orienter vers ce cabinet. Je vais aussi les éparpiller au niveau de certains points de vente. Je crois à Rotana aussi on vend. Et puis je vais confier également d'autres points de distribution, notamment les deux barreaux de Kinshasa, Gombe et puis Matete. Voilà, Albert Mbaouné-Wankiri, il me reste qu'à vous dire sincèrement merci. Je rappelle que vous êtes expert en communication et télécom et avocat au barreau de Kinshasa à Gombe. Merci de votre contribution. Merci beaucoup, Oscar. C'est moi qui vous remercie parce que c'est toujours intéressant de partager des informations réfléchies avec vous. Et c'est aussi important, j'espère que là vous participez également à la vulgarisation de la question numérique et télécom dans notre pays. Merci beaucoup. La question qui est déjà prise en charge par le gouvernement congolais avec la promulgation par le chef de l'État du Code sur le numérique au mois de mars 2023. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur votre télévision.